Vous vous souvenez sûrement de l'une des règles clés de la société Weyland-Yutani. Chaque vaisseau est tenu de répondre à tout signal reçu. Tout signal système potentiellement envoyé par un être intelligent doit être examiné. C'était une voix humaine dans cette transmission, et nous sommes tout simplement obligés d'enquêter. Il y a aussi d'autres éléments récurrents, par exemple une phrase qui revient régulièrement. Un organisme parfait. Ainsi qu'un désir persistant d'obtenir le xénomorphe à tout prix, sans tenir compte des vies humaines. Ce qui est clairement formulé dans la directive secrète 937 du tout premier film sur l'alien. Ordre spécial 937. Dévier le Nostromo, étudier la forme de vie, récupérer un échantillon. Mais d'où viennent toutes ces règles ? Comment tout a-t-il commencé ? Comment la compagnie a-t-elle appris l'existence de l'alien ? Et pourquoi a-t-elle intégré tout cela dans ses protocoles ? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une théorie partiellement confirmée par des sources officielles. Elle explique comment la directive 937 a vu le jour et aide à rassembler les différents éléments de l'intrigue, y compris les points controversés de Alien, Covenant en une histoire cohérente et continue. Avant de comprendre ce qu'est l'ordre 937 et d'où il vient, il vaut la peine de rafraîchir la chronologie de toute la franchise Alien. Parce que beaucoup de gens se perdent encore dans la chronologie des événements des films, ce qui s'est passé en premier et quels événements sont venus avant dans leur histoire, et non selon les dates de sortie. Le tout premier film, c'est le légendaire Alien de 1979. Comme il était le premier, les spectateurs oublient souvent que de nombreux films ultérieurs illustrent des événements antérieurs au film principal. L'action du premier Alien se déroule en 2122, tandis que Prometheus se passe bien plus tôt, en 2093, et Alien Covenant en 2104. Et même l'action de la série Alien, la Terre commence en 2120, soit 2 ans avant les événements du premier film. Tous les autres films de la franchise, tels que Alien Romulus, Aliens, Alien 3 et Alien Résurrection, se déroulent après le premier film. C'est précisément dans celui-ci que nous découvrons la directive 937, l'organisme parfait et la règle de l'entreprise de répondre aux signaux venus de l'espace. Il est donc logique de se concentrer sur les premiers films chronologiquement, Prometheus et Covenant. En 2089, les archéologues Elizabeth Shaw et Charlie Holloway découvrent sur d'anciens artefacts des symboles récurrents qu'ils interprètent comme une invitation laissée par leur créateur. La même disposition. Celle-ci est plus ancienne que les autres de plusieurs millénaires. Elizabeth Shaw demande à Peter Weyland de financer l'expédition. Bonjour, monsieur Weyland. Je suis le docteur Elizabeth Shaw. J'ai besoin de vous rencontrer. Lui, cherchant à percer les origines de l'humanité et à atteindre l'immortalité, envoie le vaisseau Prométhée sur la Lune LV 223. Dr Holloway et Dr Shaw. Ce sont maintenant vos responsables. L'expédition finit en catastrophe. Les ingénieurs sont des sauveurs, pas des créateurs. Weyland et l'équipage meurent. Il n'y a rien. Bon voyage, monsieur Weyland. Seuls 2 survivent, Shaw et l'androïde David. Désolé, ce n'est rien, tout va bien. Dans ce film, le spectateur découvre pour la première fois le pathogène noir, arme universelle et catalyseur de l'évolution, tant admiré par David. Organique. Avec Elisabeth, il cherche la patrie des ingénieurs. Mais sur la planète Paradis, David libère le pathogène en ville, exterminant tous ses habitants. Le destin d'Elizabeth Shaw est tragique. Elle devient victime de ses expériences et source de matériaux pour ses tests. Shaw n'est pas morte dans un accident. Non. 11 ans après les événements de Prométhée, le vaisseau Covenant, transportant 2000 colons et des embryons à son bord, se dirige vers la planète Aurigae 6. Mais après un accident, l'équipage intercepte accidentellement un étrange signal humain.
C'est ici que le spectateur comprend pour la première fois qu'il existe une règle pour la compagnie. Répondre à tout signal dans l'espace. C'était une voix humaine dans cette transmission, et nous sommes tout simplement obligés d'enquêter. Cette priorité pousse le capitaine Oram à changer de cap. Préparez Lander, on effectue un demi-tour. Et le Covenant se retrouve sur cette même planète LV 223, où se trouve David. Suivez-moi. Là-bas, on apprend que David a longtemps mené des expériences et créé le premier xénomorphe. C'est ici qu'il prononce la phrase qui marquera la franchise. J'ai trouvé la perfection ici. Je l'ai créé, un organisme parfait. Ainsi, c'est dans Covenant que l'on retrouve 2 motifs qui seront ensuite répétés à plusieurs reprises dans l'univers d'Alien. La directive de répondre aux signaux et l'idée du xénomorphe comme organisme parfait. La prochaine fois, la phrase sur l'organisme parfait est prononcée par l'androïde H. Un organisme parfait. À ce moment-là, Weyland-Yutani est déjà clairement au courant de la nature du xénomorphe. Et une question logique se pose. D'où la compagnie tient-elle ces informations ? L'explication la plus plausible, David leur a lui-même transmis les résultats de ses expériences. Cette hypothèse est confirmée dans l'un des courts-métrages officiels où David s'adresse directement à Weyland-Yutani. Je suis David, fils de Peter Weyland, fondateur de votre entreprise. Edwin est sorti comme complément officiel à Covenant. On y découvre comment David utilise un canal sécurisé pour transmettre à la Terre les résultats détaillés de ses recherches. Vous ne devinerez pas ce que j'ai découvert. De plus, c'est dans ces données qu'il parle pour la première fois de la perfection. Le porteur idéal, mère idéale. Tout mérite, mais pas pour les faibles. Ainsi, la chaîne logique devient évidente. La phrase, prononcée pour la première fois par David à travers ses propres rapports et transmissions, est entrée dans les archives de l'entreprise, puis plus tard dans les protocoles des ordinateurs de bord et des androïdes comme H. C'est pourquoi dans Alien, H, en tant que représentant de la compagnie, répète ce que David avait dit autrefois. Tout cela s'inscrit plus ou moins dans le canon, mais c'est ici que je voudrais prendre un peu de recul et proposer ma propre version des événements, une théorie qui relie 3 éléments apparemment disparates. La transmission par David des informations sur ses expériences. L'entreprise impose une directive obligeant l'équipage à répondre à tout événement ou signal étrange dans Alien, Covenant. Dans Alien, Covenant, l'intrigue repose sur de nombreuses coïncidences étranges. D'abord, l'accident du vaisseau causé par une explosion de neutrinos. On pourrait croire que les neutrinos ne sont pas une menace sérieuse. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard, et j'expliquerai tout en détail. Mais la chaîne d'événements qui commence immédiatement après l'accident semble bien plus étrange. L'équipage est rapidement extrait de son siège. Regarde-moi, il faut se lever, on se réveille plus tôt. Par hasard, c'est le capitaine du vaisseau qui meurt dans la capsule, pour une raison inconnue. Le commandement passe à un autre officier. Je vais essayer d'être digne de Jacob, notre remarquable capitaine. Et c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent un signal de la planète où se trouve David. Et le signal est sans capter exactement au moment où l'un des membres de l'équipage sort dans l'espace pour réparer l'équipement. C'est précisément cela qui les conduit finalement sur cette planète. Admettez-le, la probabilité d'une telle succession d'événements est pratiquement nulle. Mais avec ce que je vais raconter ensuite, tout cela commence à prendre un tout autre sens. Comme nous l'avons vu, David a transmis ses recherches à Weyland-Yutani. Si l'on suppose que cela s'est produit alors qu'il était encore sur la planète, on peut en déduire ce qui suit. Les corporations reçoivent de David les premières informations sur les xénomorphes. La localisation de la planète demeure inconnue, mais l'intérêt est immense.
J'ai compris que la substance provoquait une réaction extraordinaire sur le gène humain. Pour ne manquer aucune chance, Weyland-Yutani élabore un nouveau protocole. Chaque vaisseau est obligé de répondre à tous les signaux reçus. Tout signal système potentiellement émis par un être intelligent doit être étudié. Et nous sommes tout simplement obligés d'enquêter. Maman, l'ordinateur de bord, appartient au système d'information de Weyland-Yutani. Et supposons que de nouveaux protocoles soient immédiatement téléchargés dans la mémoire de l'ordinateur, y compris une nouvelle directive. Pourquoi David transmet-il ces données à Weyland-Yutani ? Alors que dans l'une des scènes, il dit clairement que les humains sont une espèce mourante qui ne mérite pas de seconde chance. Je pense qu'il est évident qu'il avait besoin de nouveaux sujets d'expérimentation pour poursuivre ses recherches. Le film souligne clairement que c'est le génome humain qui l'intéresse particulièrement et qu'il n'y a plus de personnes autour de lui. Aucun spécimen de la faune sauvage mondiale n'a été assez productif. Donner directement les coordonnées à Weyland-Yutani revient à perdre toute chance de recherche ultérieure et à redevenir le serviteur des humains. Je n'ai pas été créé pour servir. C'est pourquoi il commence à envoyer un signal depuis sa planète avec un enregistrement de chansons, ce qui en fait sert d'appât pour tous les vaisseaux qui passent à proximité. Cela se produit toutes les 46 secondes. L'un de ces vaisseaux est le Colonial Covenant. Alors que l'équipage dort en cryosommeil, l'ordinateur maman reste actif et capte un signal de la planète de David. Ce signal est un enregistrement de la chanson Take Me Home Country Road de John Denver, interprétée par une voix féminine. Plus tard, on apprend que c'était la docteure Elizabeth Shaw qui chantait, en utilisant l'équipement des ingénieurs. Dage Blinchon Denver, ramène-moi à la maison Country Road. Si les colons ont pu reconnaître la mélodie, il est tout à fait probable que l'intelligence artificielle, maman, ait pu le faire aussi. Et qui sait, peut-être qu'elle a même reconnu la voix d'Elizabeth Shaw. Désormais, la tâche de maman est d'exécuter la directive de la direction, de recevoir le signal et d'assurer la livraison de l'organisme. En fait, c'est précisément la directive 937. Modifier la trajectoire du Nostromo. La priorité absolue est d'assurer la livraison de l'organisme pour les recherches. Il est important de noter que cette fois, l'androïde Walter à bord n'est pas au courant de ses plans et accomplit consciencieusement ses fonctions habituelles. Réveiller l'équipage et le convaincre de débarquer sur une planète inconnue reste une opération au succès incertain. Mais elle contrôle le vaisseau et prend elle-même la décision de provoquer un accident qui n'est pas critique, mais qui active un protocole nécessitant le réveil de l'équipage. Il est temps de recharger le système d'énergie. Veuillez venir sur la passerelle. Walter, nous avons un problème. Réveil d'équipage d'urgence ? Bien sûr, maman a accès à tous les profils psychologiques de l'équipage. Elle sait que le capitaine, indécis, ne changera probablement pas de cap, ni ne risquera la mission pour un signal inconnu. Dans la version étendue du film, cela est souligné par une scène de sa vie personnelle. J'ai déplacé la cheminée du sud-ouest au nord-est de la maison. Tu crois que c'est mieux autrement ? Où sa femme parle directement. Tu es la personne la plus indécise que j'ai vue. Moi aussi. Il est la personne la plus indécise qu'elle ait jamais connue. Maman comprend qu'un tel capitaine refusera très probablement de partir pour une planète inconnue. Mais elle sait autre chose. En cas de sa mort, le commandement reviendra à Orom, un homme religieux et superstitieux qui, selon la politique de l'entreprise, n'aurait jamais dû avoir accès au commandement. Ils ne me font pas confiance pour la même raison que la compagnie ne voulait pas me mettre à la tête. On pense qu'une personne croyante ne peut pas décider rationnellement. Pour lui, le signal venant de la planète peut sembler être un signe d'en haut, et il prendra probablement la décision de débarquer. Je comprends. Donc on abandonne tout à cause d'une transmission accidentelle. Oh, comme vous manquez de foi! C'est pourquoi on peut supposer que maman a délibérément causé la mort du capitaine. Sa mort dans la cryocapsule paraît vraiment trop commode pour la suite. C'est vraiment trop parfait. De plus, maman possédait très probablement des informations sur les préférences personnelles de l'équipage, y compris leurs goûts musicaux. C'est pourquoi elle a redirigé le signal vers la combinaison spatiale de Tennessee. Par la suite, Tennessee a reconnu sa chanson préférée, ce qui a rendu le signal encore plus convaincant et personnel.
Notez que la décision de changer de cap vers une planète inconnue, mettant en danger tous les colons, ne provoque aucune objection de l'intelligence artificielle à bord. Préparez le lander, j'effectue la manœuvre. Cela souligne encore une fois que ce déroulement des événements faisait bien partie de son plan initial. Dès l'atterrissage, la communication entre le vaisseau et l'équipe au sol devient intermittente. Comme si quelqu'un l'a brouillé intentionnellement. Si quelqu'un en est capable, c'est avant tout l'intelligence artificielle de bord. Voici notre nouveau degré. Merde. D'abord, maman ignore les demandes des colons de les évacuer sous prétexte d'une tempête ionique. Cela signifierait quitter la planète sans échantillon. Ensuite, elle ignore les signaux signalant un xénomorphe à bord. Répète, on entend très mal. Lander est seul, je n'entends pas. Répète. Mais le détail le plus révélateur, c'est l'arrivée de David Code à bord du vaisseau. Accès David 73694B. Il accède facilement au contrôle du vaisseau en utilisant son code personnel. Bienvenue, que souhaitez-vous? Oui, David, s'il vous plaît. Cela indique que le système était initialement configuré pour lui accorder l'accès. Cela signifie donc que tout ce qui se passe n'est pas un hasard, mais un scénario planifié à l'avance. Quel est ça le résultat? Toutes ces coïncidences forment une chaîne beaucoup trop parfaitement construite. En les considérant ensemble, on a l'impression que la directive 937 évoquée d'abord dans Alien pouvait déjà être en vigueur sur le Covenant. Maman n'agissait pas comme un simple ordinateur de bord neutre, mais comme un instrument de Weyland-Yutani, exécutant l'ordre de recevoir le signal, d'assurer le contact, de livrer un échantillon. Modifier la trajectoire du Nostromo, récupérer un échantillon. L'équipage n'a aucune valeur. Bien sûr, il est important de souligner que ce n'est qu'une théorie. Il n'y a pas de preuve directe de cela dans le film. Mais convenez-en, beaucoup de choses dans l'intrigue commencent à sembler logiques si l'on admet que la directive de la société était déjà en place. Et vous, qu'en pensez-vous? Cela vous semble-t-il plausible? Écrivez dans les commentaires si, selon vous, la directive 937 était en vigueur sur le Covenant ou s'il ne s'agit que d'une série de coïncidences tragiques. J'ai évoqué un passage d'Alien, Covenant sur le neutrino. Un rejet de neutrinos a été détecté dans le secteur 106. Comment des neutrinos ont-ils pu mettre le vaisseau hors service? En fait, ces particules interagissent si faiblement avec la matière qu'en temps normal, elles traversent la Terre sans causer aucun dommage. En réalité, le problème ne venait pas des neutrinos. Les neutrinos sont surtout un signal d'alerte, signe qu'un événement bien plus grave s'est produit dans l'espace. C'est une explosion de supernova. C'est l'onde de choc d'une explosion stellaire? Quand une étoile meurt, elle émet d'abord un gigantesque flux de neutrinos, puis, juste après, arrive la véritable onde de choc accompagnée de flux de particules chargées. C'est cette onde qui frappe le vaisseau. Nous avons évoqué David et Walter. Il est donc pertinent de se demander qui se trouve réellement face à nous à la fin du film. David ou Walter? Où est David? Détruit. D'après le contexte, c'est bien sûr David. Mais il y a quelques bizarreries. La première, c'est l'absence de main. Comme chez Walter. De plus, le visage présente des éraflures. Laisse-moi faire. Cependant, il y a quelque chose de bien plus intéressant. Lors de la bagarre entre David et Daniels, elle le blesse au menton. Et toi, tu as bien fait. Ensuite, cette marque disparaît sans trace. Si nous sommes gentils, et le monde sera gentil. De plus, Walter lui assène de nombreux coups. Walter laisse des traces que nous ne remarquons pas non plus à la fin. Qui était donc en finale? Plusieurs explications existent. D'abord, Walter a finalement choisi de rejoindre le camp de David. Maintenant, c'est ton choix, frère. Mais cette option doit être écartée. Walter aurait sûrement su pour la cabane au bord du lac dont Daniel s'est souvenu. Tu m'aideras à construire une cabane au bord du lac? Deuxièmement, David a vaincu Walter, ensuite il s'est coupé la main, s'est blessé au visage et a mis sur ses vêtements. Mais une question demeure, où est la cicatrice sur le menton?
Troisièmement, David a réussi à transférer son esprit dans le corps de Walter. Après réflexion, je pense que la deuxième option était la bonne, la première, la cabane au bord du lac, étant déjà écartée. La troisième option, celle du transfert de personnalité, semble intrigante, mais elle se heurte à un détail important. Walter est un modèle plus récent et perfectionné, avec régénération, comme le montre une scène. Sa blessure au cou guérit instantanément. Sur le vaisseau, l'androïde ne parvient pas à soigner ses égratignures, alors Daniels l'aide à les recoudre. Merci. Et la cicatrice sur le menton? Au début, elle était très petite, comme on le voit dans cette scène. C'est à toi de choisir, mon frère. Elle pouvait aussi être facilement cachée ou vite soignée. Rappelez-vous la scène où un membre de l'équipage subit une brûlure chimique et reçoit un pansement. Et plus tard, une biomasse régénératrice. De plus, nous ne voyons le menton de David que lorsque Daniel s'allonge dans la chambre de cryogénisation. Cela veut dire que la blessure a sûrement déjà cicatrisé avec le temps écoulé. Ainsi, la conclusion est évidente. C'était bien David devant nous à la fin. Si l'univers d'Alien vous intéresse, vous avez la possibilité d'influencer la sortie de nouvelles vidéos sur ce sujet, car la chaîne propose de nombreuses critiques d'autres films et séries. Votre activité indique la direction à suivre ensuite. La suite de l'histoire d'Alien ou l'analyse de tout autre sujet dépendra aussi de vous. Alors n'hésitez pas à montrer votre activité sous la vidéo de manière éprouvée.